pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Nous sommes aujourd'hui chez Maître Thibault de Montbrial, qui a bien voulu nous recevoir, accueillir donc l'équipe de l'Institut des Libertés. C'est un plaisir, hein. On vous remercie de nous accueillir. On sait que vous avez un emploi du temps chargé. Vous connaissez l'esprit de l'Institut des Libertés, une rubrique un peu particulière à l'Institut des Libertés. La police ne peut plus rien pour vous, on l'a intitulé comme ça. Derrière ce terme très générique, on aborde en fin de compte tous les problèmes liés à la sécurité, à l'insécurité, à l'organisation policière, à l'institution, etc., etc., à la justice, etc. C'est en quelque sorte un débat permanent sur ces sujets-là, et on essaye de faire émerger des idées maîtresses. Donc on apprécie énormément que vous nous receviez aujourd'hui, donc avec mon collègue Patrick Ivars, qui est également un ancien commissaire divisionnaire comme moi, hein. Nous sommes deux retraités de la police. Moi j'ai passé 40 ans, lui 35 je crois, principalement en police judiciaire pour lui, moi moitié-moitié police judiciaire et sécurité publique. Donc on aimerait avoir votre sentiment, bien sûr après avoir lu votre livre qui pourrait devenir une bible pour nous, hein, ou pour les policiers en tous les cas peut-être même une bible politique, hein, puisque dans le domaine de la sécurité, vous faites des propositions qui nous agréent fortement. Je crois que c'est Clémenceau qui disait la mission première d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix et que les autres ne le soient pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette pensée de Clémenceau? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement, les gouvernements qui l'ont précédé, ont mis en application cette maxime importante? Alors en fait, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est qu'est-ce que je pense de la maxime de Clémenceau, et la deuxième, c'est est-ce que je pense qu'elle est appliquée par nos gouvernants actuels. La maxime de Clémenceau, non seulement je suis d'accord avec elle, mais en réalité, quand on y réfléchit bien, c'est du bon sens. Pourquoi? Parce que, au-delà des questions morales, on se sent plus proche des honnêtes gens que des voyous, il est un fait, c'est que une société humaine, ne peut fonctionner que si vous avez, un, des règles, et deux, des acteurs qui sont là pour les faire respecter. Et le problème, c'est que la délinquance, au-delà de l'aspect désagréable des actes qu'elle commet, quand elle devient trop importante, quand elle multiplie les formes de ses actions, eh bien, elle devient un facteur de déstabilisation sociale. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que la France est dans un état qui est catastrophique, et que la société française est de plus en plus déstructurée, et que cette déstructuration s'exprime notamment par le biais de tout un tas d'infractions pénales qui peuvent pour certaines être qualifiées de terroristes au sens de la loi pénale, et qui pour d'autres sont des infractions financières, qui pour d'autres sont des infractions qu'on appelle pudiquement de la petite délinquance, et on considère que c'est pas grave jusqu'à ce que ça vous arrive. Et tout ça, eh bien, alors il y a tout un tas de causes dont on va parler, mais ça a pour conséquence, pour rester dans votre question, de miner les bases qui font que nous sommes une société qui, normalement, doit vivre avec une cohérence et une harmonie. Alors, la deuxième partie de votre question, est-ce que nos gouvernants sont assez attentifs sur ce sujet? Ce que je pense, c'est que l'une des nombreuses raisons qui amène la France dans l'état délétère où elle est aujourd'hui, c'est que depuis 20 ou 30 ans, les erreurs se sont multipliées. Et l'une des erreurs, pour rester toujours sur votre réponse, ça a été de considérer que la question de la sécurité était une question qui relevait plus d'un côté de l'échiquier politique que de l'autre. C'est-à-dire qu'on a considéré que la sécurité, c'était un truc de droite, voire d'extrême droite. Alors qu'en réalité, la sécurité, c'est simplement, comme je viens de le dire, la base de toute organisation humaine. Et à partir du moment où les politiques de tous bords sont tombés dans ce piège de politiser, au sens partisan, la question de la sécurité,
ben, ça pouvait plus marcher parce qu'il y avait un biais au départ. Et du coup, eh bien, on s'est mis à se balancer les organisations, les formes de politique, avec les uns qui étaient trop laxistes, les autres qui étaient trop sévères, etc. Et ça a commencé à dysfonctionner dans un cadre global, d'où le titre de mon livre qui est Osons l'autorité, dans un cadre global de déstructuration de l'autorité. Parce que, en réalité, et c'est la fin de ma réponse, on fait le constat aujourd'hui que même cette politisation de la question de la sécurité n'a pas conduit à ce qu'elle soit appréhendée par les uns ou par les autres, par la droite ou par la gauche, ou par la République en marche, dont on ne sait pas très bien si elle est de droite ou de gauche, de façon satisfaisante. Si on retient votre première analyse, on peut donc en conclure que les politiques ont voulu appliquer quelque part des catéchismes sur ces notions de sécurité. On l'a vu lorsque la gauche est au pouvoir, elle a voulu appliquer un certain catéchisme un peu hugolien de l'excuse, avec en contrebalancier parfois des hommes de droite qui disaient on va, avec des effets de coq un peu, on va essayer de remettre tout ça en place. Mais est-ce que vous croyez que la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui, au niveau de la délinquance, est liée à des dérives sociétales ou à des dérives gouvernementales? Ou est-ce que les deux ne sont pas liés? Ah, les deux sont liés, c'est un ensemble, c'est un mélange. J'allais dire, c'est même une potentialisation, c'est-à-dire que les deux les deux ensemble ont créé un effet qui s'est démultiplié. Prenez par exemple, c'est l'exemple qui me vient en tête en écoutant votre question, prenez les années Taubira. Madame Taubira comme garde des Sceaux, c'est pas simplement une ministre de la Justice de gauche dans un gouvernement de gauche, c'est une ministre de la Justice qui est une idéologue extrêmement à gauche. Je ne dis pas d'extrême gauche, parce que l'extrême gauche c'est autre chose politiquement, mais quelqu'un qui est très à gauche, et que le président de la République, François Hollande, et les différents premiers ministres de son quinquennat, y compris des gens comme Manuel Valls, qui à titre personnel n'est pas du tout sur ces lignes-là, n'ont pas pu ou su, je ne sais pas très bien lequel des deux utiliser, empêcher, et qui à l'arrivée, quand on prend le bilan des 4 ans de règne, si j'ose dire, de Madame Taubira, a eu des conséquences catastrophiques à la fois techniquement, mais également psychologiquement, parce qu'il y a une chose, et vous êtes tous les deux des policiers chevronnés, il y a une chose que vous savez, c'est que au-delà des politiques pénales, la façon dont les responsables publics aux affaires communiquent a une influence réelle sur la rue. C'est-à-dire que quand vous avez un discours qui, pour reprendre, vous l'avez appelé hugolien, vous êtes gentil, c'est la culture de l'excuse, la défense sociale nouvelle, etc., tout ce qui est porté par la nouvelle gauche depuis la fin des années 60, eh bien, tout ce discours, lorsqu'il est dominant au sein de la majorité politique, et en particulier au sein du gouvernement, eh bien, c'est un discours qui impacte directement sur la rue. Je me souviens de commissaires de police qui m'expliquaient dans les années 2012-2013, au bout de quelques mois de présence de la gauche et donc de Madame Taubira au pouvoir, que les voyous disaient dans la rue aux gens de la sécurité publique avec lesquels ils étaient en contact, je cite, je résume, mais c'est un propos qui était la condensation un peu de tout ce qui m'était dit, c'était de toute façon, vous pouvez toujours nous arrêter, nous on risque plus rien derrière. Et c'est le sentiment qu'il y avait, on parle toujours de sentiment d'insécurité, mais là c'était le sentiment d'impunité. Et c'est terrible, parce que c'est là qu'on se rend compte que la parole publique, au-delà de son efficacité par la loi, elle a un impact direct sur la façon dont les gens peuvent réagir et se comporter. Nous, on a bien vu ce glissement hein, au fil des années, enfin moi je l'ai bien vu. C'est pour ça que j'insiste sur ce terme de catéchisme idéologique quelque part, puisque ces premiers de cordée qui avaient nos destinées en main, par ruissellement, en fin de compte, tout ça est arrivé dans nos banlieues pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un défi à l'autorité totale que l'on connaît tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'il était important, à mon sens, que l'on mette en évidence ces responsabilités politiques qui, par égarement idéologique, ont entraîné, sans prendre en compte les faits, sans analyser les faits, la réalité, en fin de compte, nous ont entraînés dans un espèce de marasme dans lequel on a bien du mal à sortir. Pour aller un peu plus précisément, la réforme de la procédure pénale, on voulait l'aborder également avec vous. On a vu qu'à partir de 1995,
corrélativement d'ailleurs à une réforme des corps et carrières dans la police nationale qui a été, à mon avis, fort préjudiciable, hein, avec la disparition du corps des inspecteurs de police, etc. On a vu une nouvelle procédure pénale apparaître qui s'approchait de la procédure accusatoire américaine, anglo-saxonne en tous les cas. C'est le sentiment qu'on avait. On quittait une procédure un peu inquisitoriale que l'on a eue pendant des décennies pour aller vers une procédure pénale beaucoup plus complexe, en tous les cas pour les professionnels de la procédure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette évolution de la procédure pénale ? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur une dérive ou une évolution vers l'accusatoire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de mémoire, notamment dans la deuxième partie des années 2000, un vrai débat avec, je me souviens en 2007, un rapport qui préconisait peut-être la suppression du juge, enfin qui envisageait en tout cas la suppression du juge d'instruction, etc. Si on avait été jusque-là, là effectivement, on pouvait basculer vers un système accusatoire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu, au nom d'appréhension plus ou moins bien digérée de procédures pénales anglo-saxonnes, on a voulu intégrer en droit français, saupoudrer le droit français avec des droits qui sont venus de l'extérieur. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a l'influence parce que c'est le droit positif de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un mélange de droit latin et de droit anglo-saxon. Tout ça pour dire quoi ? Que la conséquence que ça a eu opérationnelle, c'est d'abord une multiplication de textes et avec un double handicap dont se sont trouvés lestés les services enquêteurs, c'est plus de procédures et plus de complexité de procédure. Et donc, plus de temps à consacrer à la procédure, avec autant de choses-trappes et de risques de se retrouver avec une nullité qui réduise à néant les efforts des enquêteurs. Le tout à sphère temporelle identique. C'est-à-dire que dans le temps, si on prend l'exemple de la garde à vue, qui est un assez bon capteur de cette évolution, un assez bon exemple de cette évolution. Si vous prenez, il y a 20 ans, les contraintes procédurales des OPJ, des officiers de police judiciaire, il y a 20 ans, et celles aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Sauf que la durée de la garde à vue n'a pas changé, en droit commun. Hein, c'est toujours 24 heures renouvelables une fois. Et dans ces 24 heures, le nombre de contraintes, de droits des mises en cause, le nombre de droits a considérablement évolué en positif, ce qui en soi n'est pas forcément un mal. Le problème, c'est que le législateur n'a pas compris que cette augmentation des droits du mis en cause, ok, c'est très bien, mais ça avait en contrepartie un effet qui était un effet incapacitant ou diminuant significativement la capacité des services de police. C'est pour ça que moi je dis depuis quelques années en matière de procédure pénale, comme observateur, comme acteur plus exactement, comme avocat, moi je pense qu'il est inéluctable à terme que vous ayez soit une simplification de la procédure pénale, mais compte tenu des obligations de la Cour européenne des droits de l'homme, je pense que ça va être compliqué, bien qu'il y ait un certain nombre d'obligations qui soient absurdes, mais en tout cas que le corollaire du coup, puisqu'on ne peut pas simplifier les droits, il faut qu'on rallonge la durée. Donc moi je pense qu'à terme, on va arriver à une durée de garde à vue de 3 jours en droit commun à la place de 2 jours. Et que ce sera la contrepartie des tâches supplémentaires dévolues aux enquêteurs. Ça me paraît inéluctable. Et d'ailleurs, vous observerez que dans la pratique, parce que l'esprit humain fait toujours que la pratique s'adapte et évolue. Notamment en matière financière,
On constate de plus en plus, donc dans les dossiers où il n'y a pas de problématique de sécurité pour les individus, de pression physique sur les témoins, etc., de plus en plus la pratique des enquêteurs consiste à laisser les gens rentrer chez eux le soir après la première. Ils convoquent par exemple à 9h du matin les gens pour une audition dont on sait qu'elle va se dérouler dans le cadre de la garde à vue. Les gens sont placés en garde à vue à 9h. Et vers 18-19h, il y a une interruption de la garde à vue, les gens rentrent chez eux. Avantage pour eux, ils peuvent prendre une douche et avoir le réconfort psychologique de prendre un repas et de dormir chez eux. Et avantage considérable pour les enquêteurs, le temps de garde à vue de la nuit n'est pas décompté. Et donc en réalité, c'est là où je voulais en venir, dans la pratique, ça fait 3 jours pleins d'audition puisque les 2 nuits ne sont pas décomptées. Et en réalité, tout le monde est gagnant. L'enquêteur est gagnant parce que là, pour le coup, ça lui laisse un temps d'audition qui est significativement plus long que sur une garde à vue de 2 fois 24 heures, notamment parce que, vous le savez, pour permettre aux gens de se reposer sur 2 fois 24 heures, et c'est normal, on ne peut pas interroger les gens 18 heures de suite. Donc là, avec les 2 nuits chez eux, il reste 3 journées pleines. Ça permet, incidemment, il ne faut pas les oublier non plus, aux enquêteurs de se reposer. Ça permet à chacun de réfléchir, de mûrir, etc. Parfois, le temps est bon conseiller pour la personne qui est mise en cause. Bref, tout ça, c'est une manière empirique d'adaptation qui illustre bien le fait que je pense qu'à terme, on va aller vers des mesures un peu plus longues, compte tenu de l'ampleur des droits qui font que sur une durée contrainte par le temps, les enquêteurs ont de plus en plus d'obligations procédurales. J'ai vu que vous aviez à plusieurs reprises défendu des fonctionnaires de police qui étaient mis en cause dans des affaires diverses. Je sais que vous êtes également partisan d'une évolution de la légitime défense pour les policiers. Je rappellerai que je crois que c'était une ordonnance de 1907, si ma mémoire est bonne, qui permettait aux gendarmes de tirer dans le dos au simple fait de dire « halte gendarmerie ». C'était il y a 100 et quelques années. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée sur cette évolution que vous envisageriez de la légitime défense? Alors en pratique, l'évolution a déjà commencé. C'est-à-dire que j'ai fait partie, j'étais pas le seul, mais j'ai fait partie du groupe de travail qui a été mis en place par Bernard Cazeneuve à l'automne 2016 et qui a abouti à la loi du 28 février 2017 avec la reprise dans le Code de la sécurité intérieure d'un texte qui part justement des droits qui étaient ouverts aux gendarmes, mais que la Cour de cassation avait renié, pour donner un cadre juridique beaucoup plus complet sur les autorisations d'ouverture du feu pour les forces de l'ordre. Le tout, bien sûr, dans les limites de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais cette limite qui dit que de toute façon ça doit être strict de manière strictement nécessaire et proportionnée, ça correspond déjà à ce qui était en droit français et ce qui est finalement le bon sens. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas une question de texte, c'est une question d'interprétation. Et la question de la légitime défense n'est pas tant une question juridique qu'une question d'état d'esprit des femmes et des hommes qui sont chargés d'une part de la vivre sur le terrain et d'autre part de l'appliquer dans les prétoires, et d'abord dans les parquets, puisque le premier interlocuteur après un incident, ça va être le procureur de la République, et ensuite, le cas échéant, un juge d'instruction s'il y a lieu, et un tribunal ou une cour d'assises s'il le faut. Moi, j'enseigne le droit de l'usage de l'arme à l'École nationale supérieure de la police pour les officiers, pour les commissaires, j'enseigne auprès de différentes organisations, stages de gendarmes, j'interviens pour le RAID, le GIGN, les BRI, bref, je fais beaucoup de terrain avec les opérateurs et étant moi-même un tireur, y compris opérationnel depuis très longtemps, j'ai à la fois la vision juridique, théorique, la vision du prétoire et la vision tactique. Ce que je pense, c'est que d'abord, trop souvent, on commence par le droit alors qu'en réalité, une scène qui implique l'usage de la force, et en particulier l'usage de la force armée, avant d'être un problème de droit, c'est un problème de vie ou de mort. Donc c'est d'abord une scène de combat. Et que dans l'état du droit, aujourd'hui, on exige des gens qui doivent utiliser les outils mis à leur disposition par l'administration pour survivre ou pour sauver la vie de leurs camarades ou pour sauver la vie des civils, on exige d'eux
alors qu'on sait qu'il a été démontré depuis longtemps l'effet du stress de mort imminente sur le cerveau, on exige d'eux qu'ils soient capables, après coup, d'expliquer quart de seconde par quart de seconde comment la situation a évolué, pourquoi là ils ont fait ci, pourquoi ils n'ont pas fait ça, etc. En réalité, il faut le dire une bonne fois, l'exigence de la jurisprudence aujourd'hui, c'est une exigence humainement impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, moi j'ai vu, je peux vous raconter 50 anecdotes, je vous en raconte qu'une, sur un bijoutier qui avait été braqué qui avait blessé son agresseur avec un revolver, un petit Smith à 5 coups, il avait tiré tout le barillet, il avait fait 1, 2, 3, 4, 5, et le voyou avait pris la première balle dans le bras gauche parce qu'il visait comme ça, la deuxième dans le flanc gauche. L'action, parce que en même temps que le bijoutier tirait, le type s'est recroquevillé parce qu'il a encaissé les premiers coups, il s'est très légèrement tourné, bref, il y a des balles qui sont arrivées dans le dos du type, qui est tourné comme ça. Et alors, c'est devenu le juge d'instruction, qui était une jeune femme de 28 ans, qui avait jamais vu une arme de sa vie, jamais été confrontée à la violence de sa vie, qui avait de tout ça une vision totalement, j'allais dire romanesque, mais au mauvais sens du terme, s'est mise à lui poser des questions surréalistes, du genre, mais alors, monsieur, puisque vous avez vu que votre premier tir avait touché, pourquoi avez-vous tiré une deuxième fois, etc. Ce qui est une méconnaissance totale, non seulement des situations de violence, mais surtout de la jurisprudence, qui dit qu'on est en légitime défense jusqu'à ce que la menace cesse. Et la menace telle qu'on l'aperçoit. Bon, bref, tout ça est compliqué. Et compliqué pourquoi ? C'est là où je veux en venir, parce que, je vous disais, et mon exemple l'illustre, la difficulté, c'est pas tant le texte que les gens qui sont chargés d'appliquer le texte, et qu'on a un décalage total, souvent empreint d'idéologie, ce qui n'ajoute rien, entre ceux qui sont sur le terrain et qui essayent de faire de leur mieux pour protéger nos concitoyens et pour se protéger eux-mêmes, dans des conditions de plus en plus dégradées, on en parlera peut-être, d'une part, et les juges qui viennent d'une classe et de la moyenne bourgeoisie en général, et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, n'ont aucune expérience technique de ce dont on parle. Beaucoup n'ont même pas vu une arme. Il y en a qui me l'avouent au détour de couloir du palais en me disant qu'ils sont un peu gênés parce qu'ils auraient bien aimé quand même voir une fois ce que ça fait de tirer avec le pistolet, par exemple le SIG 2022 de l'administration. C'est toujours intéressant de voir. Et qui, et j'ajoute, également, n'ont souvent jamais été confrontés à la violence et donc ne savent pas ce que ça fait que d'avoir peur et d'avoir mal. Voilà. Tout ça pour dire que je pense que c'est une problématique qui est au moins autant une problématique psychologique qu'une problématique technique. J'ajoute un dernier point, c'est que en réalité, c'est toute la société française et on l'a vu en 2015 notamment quand on a subi les premiers attentats islamistes de la vague contemporaine, notre société, qui est une société de 70 ans de paix, et c'est tant mieux. Je veux dire que moi je suis un enfant de la paix et je ne peux que m'en réjouir. Mais la paix s'est maintenue parce que des gens combattent pour que la paix dure. Et premièrement, et d'autre part, la paix n'est pas éternelle. C'est une erreur de perspective terrible que de le croire, et l'histoire de l'Europe est telle que nous n'avions jamais vécu 70 ans de paix. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre, peut-être de finir, la période la plus longue de la vie paisible que notre pays a vécu. Donc, on s'est mis à croire à la paix éternelle. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Dans mon livre, je parle de légitime défense, d'ailleurs, paradoxalement, pas tellement pour les forces de l'ordre, mais pour nos concitoyens. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Réarmer les esprits ». Et c'est là où je veux en venir, parce que les juges, en réalité, c'est pas, il n'y a pas un discours anti-juge. Les juges sont issus de la société. Je dis qu'il y a un décalage total entre la façon dont la violence, le phénomène de la violence est appréhendé dans notre société et sa réalité. Moi, il y a un exemple qui me frappe beaucoup, c'est qu'en classe de 6e, tous les enfants de France et de Navarre, depuis des années, ont des cours d'éducation civique avec une demi-journée avec des policiers ou des gendarmes selon l'endroit où ils habitent, selon qu'on soit en zone police ou gendarmerie. Et que là, on leur explique que faire si jamais il leur arrive des bricoles avec des gens qui sont violents avec eux. Et on leur explique que si jamais il y a quelqu'un qui s'en prend à eux, il faut surtout pas qu'ils se défendent, mais il faut faire ce que le méchant monsieur demande. Et après, il faut aller en parler à un adulte référent. Mais pardon. Si c'est du racket pour un téléphone ou un blouson, moi je veux bien,
Mais si c'est une jeune fille qui se fait emmener dans un coin par 3 types qui veulent la violer, je pense qu'on peut aussi lui expliquer qu'il y a des moments qu'il faut qu'elle puisse essayer de se défendre, qu'il y a des moments où on peut essayer de se défendre, qu'il y a des moments dans la vie où la violence, 1, est légitime, philosophiquement et juridiquement, et 2, voir où elle est nécessaire. Je suis très frappé, comme étant à la fois l'avocat des Américains qui sont intervenus dans le Thalys, l'avocat du colonel Beltrame, donc l'avocat d'un certain nombre de figures de gens qui ne se sont pas résolus à subir la violence sans réagir. Je suis toujours fasciné par les débats qu'on a eus, notamment dans les médias à ces époques-là, en disant en considérant que ces gens, donc les Américains d'un côté, le colonel Beltrame de l'autre, étaient des sortes de héros descendus du ciel, parce que tout ça était tellement inconcevable que c'en était magnifique. Mais pardon, mais c'est inconcevable que quand on ne le conçoit pas. Hein, le fameux ne pas subir, qui est aussi évoqué dans mon livre, c'est une question d'état d'esprit. Et ce qui est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai aussi à l'échelle d'une société, à l'échelle d'un pays. Je pense que notamment dans son rapport à l'islamisme, notre pays, notre classe politique, nos médias ont mis beaucoup de temps, et certains n'y sont pas encore arrivés, à passer en mode ne pas subir. C'est-à-dire que pour faire court, je pense que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'une société, lorsque l'on est attaqué, on a le droit, c'est un droit naturel, hein, au sens rousseauiste du terme, on a le droit de se défendre. Comme quoi, en fin de compte, tout est lié, puisque depuis qu'on fait à l'Institut des libertés ces interviews sur la sécurité, etc., on voit, à l'occasion des commentaires qu'on nous laisse après, énormément de gens qui commencent à évoquer la possibilité d'une légitime défense populaire, quelque part. On a ressenti dans pas mal de commentaires, ce qui nous a un peu inquiétés, qui nous a quelque part un peu interloqués. Mais on voit bien que cette notion de légitime défense d'un État, d'une nation, trouve sa légitimité au plus profond de son âme. Mais si vous me permettez d'ajouter encore quelque chose là-dessus, parce que c'est très intéressant, ce que vous venez d'expliquer est sur la réaction des gens. C'est très intéressant. Parce que vous venez de me dire, mais on discute, donc vous venez de me dire, parfois ça nous inquiète. Mais pourquoi est-ce que c'est inquiétant? C'est inquiétant parce que comme c'est un tabou, c'est quelque chose qui est c'est comme s'il y avait une espèce de... C'est comme s'il suintait quelque chose de tabou et de non maîtrisé. Non, pardon, mais le fait de se défendre dans le respect de la loi, encore une fois, c'est du bon sens. Là, l'un des arguments qu'on oppose toujours aux gens qui disent ce que je dis, c'est de dire non, parce que la violence, il y a le monopole de la violence légitime entre les mains de l'État. Mais moi, je le conteste absolument pas. Je dis simplement que qu'est-ce que ça veut dire, le monopole de la violence légitime? C'est-à-dire que, de par la loi, seules les personnes dépositaires de l'autorité publique, puisqu'elles sont garantes de la paix publique, ont le droit d'utiliser, dans un certain nombre de conditions, avec des limites prévues par la loi, et heureusement, la violence. Bien, très bien. Question. Après, c'est des trucs de bon sens, c'est de la maïotique de bon sens. Question. Vous êtes dans la rue, en bas de chez vous. Vous prenez votre chien, il est 22h, et vous vous faites agresser. L'État a le monopole de la violence légitime. Très bien. Donc l'État, c'est la police. On est en zone police, c'est la police. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et je fais le 17. Et je dis à mes agresseurs, messieurs, si vous voulez bien attendre entre 2 et 25 minutes, nous allons attendre que les dépositaires de la violence légitime viennent exercer leur monopole et me sortir de ce pas délicat. Mais ça, c'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, ça va être 7 minutes. Dans la vie, vous dites que ça va être 7 minutes, mais même si... Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le préfet. Oui, c'est les statistiques. Oui, non, 7 minutes. 7 minutes à Paris et 9 minutes en banlieue. 7 minutes à Paris, 9 minutes en banlieue. Mais quand bien même ce serait... Ah non, mais c'est très long. Quand bien même ce serait une minute. C'est interminable. C'est trop long. Et donc, moi, je défends une position qui est une position juridico-philosophique, qui est la suivante. Lorsqu'une société s'organise, elle délègue à quelques-uns un certain nombre de tâches de sécurité. Et le citoyen délègue par le pacte social, par la Constitution et par la loi, le droit de défense à, pour faire court, l'armée, la police, gendarmerie et la justice, qui fait partie, on en reparlera peut-être, mais la justice est un maillon essentiel de la sécurité. Bien.
Et en contrepartie de cette délégation, le citoyen paye des impôts pour pouvoir rémunérer ceux qui s'en chargent, et le citoyen, lui, évidemment, n'a plus le droit d'exercer la vengeance privée, ce qui est bien normal, puisqu'il y a ce système qui est mis en place. Très bien. Mais quand le citoyen se retrouve tout seul dans la rue à 22h en promenant son chien, il fait ni plus ni moins s'il est agressé et que la police n'est pas là, il ne fait que reprendre le temps que la force publique arrive, le cas échéant, il reprend sa délégation. Donc il ne fait que faire une chose qui est totalement légitime, c'est que dans les limites prévues par la loi, il va évidemment pas couper en deux un type qui est venu lui demander une cigarette, évidemment dans les principes normaux et dont il est normal qu'ils existent prévus par la loi, il ne fait que récupérer ponctuellement la délégation de police et il exerce une mission de police envers soi-même pour se défendre. Et une fois que c'est terminé, il arrête. Autre argument que j'entends, on me dit « Ah, mais vous êtes justement c'est de la vengeance. Monsieur de Montbrial, vous êtes un adepte de la vengeance. » Et c'est une confusion totale. La vengeance, c'est l'acte que vous commettriez après. Moi, je suis, et c'est essentiel, je suis dans le temps de l'action. C'est-à-dire que je suis dans la logique, quelqu'un vient pour me faire du mal à ma famille, faire du mal à mes amis, et dans le temps de l'action, je réagis pour faire cesser l'infraction qui est en cours. Ça, c'est de la légitime défense. Si vous vous faites démonter la tête à la sortie d'une boîte de nuit, que vous rentrez chez vous, que vous sortez le fusil de chasse, que vous allez chercher les munitions qui ne sont pas dans la même pièce, que vous revenez, que vous avez vu dans quelle direction partait votre agresseur, que vous prenez votre voiture et que vous roulez jusqu'à ce que vous voyez sa voiture garée sur le bas-côté et que vous allez le tuer chez lui, bah, ça, c'est un assassinat. Et ça n'a rien à voir avec la légitime défense. Mais je voulais juste, donc ça n'a rien à voir avec la vengeance. La vengeance, c'est après. Là où tout à l'heure je vous disais que ça nous surprenait, à moitié. Ce que je veux dire simplement, c'est que ça nous renforçait bien dans l'idée qu'il y avait eu justement un délitement, par contre, de l'autorité gouvernementale, institutionnelle, etc. Et que les gens percevaient bien ce manque d'opérationnalité et ils demandaient justement avoir plus recours à cette légitime défense. Mais si je voudrais, pour reprendre un peu votre argumentaire, osons l'autorité extraordinaire, mais on pourrait poursuivre par osons la respectabilité, osons la dignité, osons, en fin de compte, En fait, c'est vrai, mais ce que vous dites est vrai. L'autorité, c'est parce que c'est un terme transversal qui vise tous les champs qui structuraient notre société, mais toutes les sociétés, enfin pas simplement la France, les sociétés humaines, et qui en France et dans un certain nombre de pays européens malheureusement, ont eu tendance, depuis quelques décennies, à se déliter les unes après les autres. Vous avez l'autorité familiale, vous avez l'autorité à l'école, mais c'est pas les enseignants, c'est les derniers. Hein. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont en première ligne, c'est ceux qui restent. Vous avez, je cite en vrac, une certaine autorité familiale après 68. Vous avez l'autorité militaire, il y en a plus, il n'y a plus de service national. Tout ce qui permettait de créer de la structure, tout ce qui permettait d'avoir, y compris, je vais vous dire, j'y pense par association d'idées, mais je reste dans mon raisonnement, les rites initiatiques, les rites de passage, il n'y en a plus. Vous n'avez plus rien. Le bac, ça s'érodait déjà depuis des années, mais ces 10 dernières années, le niveau s'est effondré. C'est-à-dire que le niveau du bac d'aujourd'hui, il correspond à peine au niveau de la classe de 3e il y a 20 ans. C'est quelque chose qui est... Et nous, employeurs, là je prends ma casquette d'avocat, employeur d'un certain nombre de gens, quand on voit arriver des jeunes du marché du travail, des jeunes diplômés, des jeunes qui ont le niveau pour être avocat, pour exercer des fonctions intellectuelles supérieures, on se rend compte quand même qu'il y a une carence dans tout un tas de matières qui sont les matières premières des métiers intellectuels, qui sont très inquiétantes, alors qu'ils ne sont pas rédhibitoires parce que ça peut se compenser et puis ça peut s'acquérir après. Mais c'est un vrai problème. Et à l'échelle de la société, c'est un affaissement. Or, moins vous avez
d'outils intellectuels, moins vous avez de vocabulaire, plus vous allez être frustré facilement, plus vous allez avoir recours à la violence parce que vous ne saurez pas vous exprimer autrement, plus vous allez avoir recours à vous réfugier derrière des discours simplistes, ça développe le communautarisme, ça développe le complotisme. Tout ça, ce sont des effets ondulaires qui sont, ou par capillarité, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont des effets catastrophiques, mais qui, là encore, participent de la déstructuration de notre pays. Et si vous le permettez, je vais laisser la parole maintenant à mon collègue Patrick Ivars, qui va peut-être vous parler du Beauvau de la sécurité, peut-être, hein? Oui, peut-être du Beauvau de la sécurité, mais moi, ce que je remarque, c'est le titre de votre livre, Osons l'autorité. C'est assez frappant que les deux livres que j'ai pu lire dernièrement se soient intitulés Osons l'autorité, et l'autre, c'était de M. Oberton, c'était L'éloge de la force. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était mal vu par notre société dans les années 60, on a l'impression que ça revient, on est arrivé en bout de cycle. Mai 68 et toutes les conséquences de mai 68 sont arrivées à terme. Et puis maintenant, on fait le point et on se dit, mais on ne peut pas continuer comme ça très longtemps parce qu'on arrive à la fin de quelque chose. Il faut repartir sur des bases plus solides. Osons l'autorité et par rapport à tout ce que vous disiez, maître, concernant cette disparition des valeurs, j'allais dire, on se rend compte d'une chose, c'est que le slogan de la France d'aujourd'hui, ça pourrait peut-être être « Vous n'aurez pas ma haine ». Et on en revient à 2015, on en revient aux attentats, on en revient à l'absence de volonté de se défendre des gens parfois, qui se reportent un petit peu sur la police en se disant c'est pas à moi d'être violent, c'est pas à moi de me défendre, mais c'est à la police de me défendre. Et puis qui en même temps, de façon paradoxale, et en même temps, c'est l'époque aussi, demande à la police de les défendre, mais sans trop de violence non plus. Je vais vous raconter une anecdote. Il m'a été donné à plusieurs reprises d'être président du jury gardien de la paix et puis adjoint de sécurité. Et j'avais l'habitude de poser une question, un cas pratique très simple et très embêtant aux gens que j'avais en face de moi. Je leur disais, vous voulez donc être policier. D'accord, très bien. Cas pratique. Vous êtes jeune gardien de la paix, jeune ADS, vous accompagnez 2 gardiens de la paix titulaires sur la voie publique. Vos 2 collègues sont pris sur un contrôle d'identité, puis vous avez un individu que vos collègues n'ont pas pu venir, qui arrive vers vous, qui a un couteau, il avance vers vous et il vous dit « Je vais te tuer ». Il est à 2 mètres de vous. Que faites-vous? Ils font tout sauf se défendre. Ou plutôt, ils font tout sauf sortir leur arme et défendre leur vie. Et je leur dis « Mais qu'est-ce que vous faites ?»« Ah, je recule. » D'accord, il y a un mur derrière vous. Il continue à avancer. Que faites-vous? Je développe des techniques pour le maîtriser qu'on m'a appris en école de police. J'ai dit d'accord, mais il a un couteau, il va vous tuer. Il est plus qu'à 1 mètre. Que faites-vous? J'appelle mes collègues. Et je leur dis, mais attendez, mais vous avez quoi à la ceinture? Vous n'avez pas une arme? Oui, et vous l'utilisez quand? Quand ma vie est en danger. Et là, elle n'est pas en danger? Et là, elle n'est pas en danger? Ils me disent oui. Et vous l'utilisez, votre arme? C'est gênant. Autrement dit, on est dans un état d'esprit où toute une société, y compris les gens qui veulent intégrer la police, ont intégré l'idée que utiliser une arme, même quand on est flic, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vous voyez? Et on est vraiment dans une société où ce que vous dites est très juste. Moi, je le partage, je suis tout à fait d'accord avec vous, en ce qui concerne l'usage de l'arme pour les policiers, l'autodéfense, enfin, la défense légitime des gens qui sont agressés. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est imprégné d'idéologie de non-violence. Et j'en reviens à ce que je disais concernant les attentats de 2015. Moi, ce que je trouve assez frappant, c'est ce slogan « Vous n'aurez pas ma haine ». Alors, je ne sais pas si vous le partagez, j'imagine que non, mais j'ai l'impression que 2015, « Vous n'aurez pas ma haine », pour moi, en tout cas, c'était un choc. C'était un choc parce qu'au-delà des attentats, bien évidemment, il y a le fait que les gens, pour se défendre, c'est pas chanter la Marseillaise ou se dire je vais m'engager dans la police, je vais me battre, je vais faire quelque chose. C'est John Lennon, c'est Vous n'aurez pas ma haine, c'est les petites bougies, les bouquets de fleurs, et puis rien d'autre. Comme si vraiment on était totalement désarmés, comme si on était moralement complètement désarmés. Alors, est-ce que vous pensez que la lecture de votre livre va permettre aux gens qui le liront, en tout cas, de se réarmer
et de prendre leur défense à bras-le-corps, et pas que la leur d'ailleurs, celle de la société tout entière. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Je pense que pour être capable de sortir de ce déni, pour les gens qui y sont encore, tout le monde n'y est pas, hein, mais pour les gens qui y sont encore, il faut un minimum d'ouverture d'esprit. Je ne suis pas sûr que les gens qui en 2020 sont toujours dans cet état d'esprit iront ne serait-ce que lire mon livre compte tenu du titre. C'est déjà une démarche à faire, parce que lire du Thibaut de Montbrial, Osons l'autorité, il faut faire une démarche. Or, on parle beaucoup de police depuis le début de l'entretien, et c'est votre angle, et je le respecte tout à fait, mais dans mon livre, il y a beaucoup d'autres choses. Je parle des idéologies, de l'ultra-gauche, de l'islamisme, je parle du maintien de l'ordre. Voilà, c'est un ensemble, c'est pas simplement des questions policières. Premier point. Deuxième point, pour aller dans votre sens, il y a une anecdote dans le livre que je livre parce qu'elle m'a profondément frappé. C'est juste après le 13 novembre, on voit, c'est une scène qui est filmée sur Canal+, où on voit sur Place de la République, tout ce monument avec les bougies, les fleurs, etc., qui est très émouvant. Et on voit un petit garçon qui est avec son père, et le petit garçon a 5-6 ans, une ride sur le front, il est très, très préoccupé par ce qui se passe, et il dit « Papa, les méchants, ils ont des fusils », parce que son père lui dit « Voilà, tu vois, il faut mettre des bougies, des fleurs », et avec une espèce d'intuition instinctive, le petit garçon lui dit « Mais papa, les méchants, eux, ils ont des fusils ». Et donc son père lui explique que les fleurs, c'est très bien, c'est comme ça qu'on est plus fort que les méchants, c'est avec des fleurs et des bougies. Et le petit garçon, qui n'est pas du tout convaincu par cette arnaque, lui dit « Mais papa, les fusils, c'est plus dangereux que les fleurs et les bougies. » Et son père a ce réflexe de fou de mentir à son fils et d'exprimer un mensonge qui est terrible, terriblement destructeur, et pour son fils et par ricochet pour tous les enfants de notre société, qui est de dire « mais si, les fleurs c'est plus fort que les fusils ou que les pistolets ». Et là, le fils qui finalement succombe à l'arnaque, mais c'est tellement tentant, fait un sourire enfin soulagé, et il a ce soulagement avec cette parole terrible d'enfant, cette petite voix d'enfant, qui sourit et il dit « Ah oui, les fleurs c'est plus fort que les fusils ». Mais il faut jamais avoir été en face d'un fusil pour penser une chose pareille. Il faut même jamais avoir imaginé avoir été en face d'une arme pour penser une chose pareille. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Après, je crois que on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Moi je pense que quand je dis qu'il y a tout un chapitre sur réarmer les esprits, c'est envisager qu'il faille qu'une société, encore une fois, a le droit de se défendre. J'en reviens au droit naturel. Vous savez, il y a un moment où il faut revenir, c'est vrai dans beaucoup de domaines, il y a un moment où il faut revenir au bon sens. Le bon sens. Aux origines, quand l'humanité était constituée de tribus qui chassaient et se battaient, comment est-ce que les groupes les gens se sont regroupés et se sont organisés? L'arbitrage, le premier arbitrage, quand deux groupes se retrouvaient et envisageaient de continuer ensemble, c'était est-ce que les miens seront plus en sécurité avec les vôtres ou pas? Donc le premier dénominateur, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Et c'est comme ça que petit à petit, les groupes se sont structurés, constitués, qu'on a délégué, la police, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et qu'on a fini par les sociétés organisées comme aujourd'hui. Mais il ne faut jamais oublier ça. Et encore une fois, c'est cette société de temps de paix qui considère du coup que parce que nous sommes une société formidable, la déviance idéologique qui consiste on aboutit à la déviance idéologique qui consiste à dire que le délinquant est le produit de la société. On arrive à ça. C'est que c'est une victime, puisque la société est si parfaite, et nous sommes le pays des droits de l'homme, et blablabla, que le délinquant ne peut qu'être lui-même victime, que ce n'est pas... voilà. Donc on arrive aujourd'hui, on est arrivé, pas aujourd'hui, hein, à des extrêmes aberrants, et moi je suis assez d'accord avec vous. Je crois que le succès de mon livre, mais d'autres aussi, hein, parce que il y a un certain nombre d'ouvrages sur cette question, et ils ont tous du succès, c'est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, le constat que je fais, et après on en parlera peut-être, il y a aussi des propositions, mais le constat que je fais,
il est partagé par beaucoup de gens. Moi, je vais vous dire, je suis convaincu, je le pose là, je suis convaincu, et j'en suis pas le seul, et j'en ai parlé avec tout un tas de gens, y compris des ministres régaliens actuels, etc. Je suis convaincu que l'élection présidentielle de 2022 se jouera sur 3 thèmes. Je laisse de côté la crise sanitaire, je ne sais pas ce qu'elle nous réserve, combien de temps ça va durer, etc. Et je n'en parle pas volontairement, mais je la cite en premier, hein, parce qu'évidemment, si on n'en est pas sorti, voilà. Et puis la façon dont elle aura été gérée comptera évidemment beaucoup pendant la campagne. Mais structurellement, sur les problèmes structurels qui existaient avant le Covid et qui existeront après, les 3 questions dont tous les députés me disent que les concitoyens les abordent systématiquement sur le terrain, week-end après week-end, sauf confinement, dans les circonscriptions. C'est la sécurité, l'immigration, l'islamisme. C'est tout. Faut-il considérer que c'est le même problème pris sous des angles différents? J'allais y venir. Je pense que c'est le même problème pris sous des angles différents. Et on a on a déjà et on va avoir 2 grands ensembles. Un qui va considérer que tout ça ne sont pas des problèmes graves et qu'une relance économique pourrait les résoudre, ou qu'un mode de vie alternatif, je pense aux écologistes, etc., dont on a vu le brio des premiers pas dans les villes conquises en 2020, et le brio, je le dis avec ironie, à Grenoble depuis 2014, qui sont aujourd'hui des villes qui subissent une délinquance catastrophique et dans lesquelles, très franchement, peu de gens ont envie d'aller. Eh bien, entre donc ces gens-là et les gens qui se rendent compte que on a tout un tas de facteurs qui sont en train qui conduisent à l'affaissement de notre société. Alors on dit ouais, c'est identitaire, c'est les racines, l'identité, etc. C'est un gros mot, mais c'est pas un gros mot, c'est la base. Évidemment, sans aller dans les excès, c'est les excès qui sont, mais les excès de quelque nature qu'ils soient sont regrettables. Mais la problématique de l'identité, elle est aujourd'hui au cœur du questionnement sur l'avenir de notre société. Et moi, je vous dis que l'élection de 2022, je ne sais pas encore avec quel candidat, mais elle se fera autour de ces questions. Maurice, si tu permets, par rapport à tout ce que vous venez de dire, Maître, ça c'est le constat. Maintenant, effectivement, c'est la deuxième partie de votre livre, hein, c'est les propositions. Le constat, si on résume, c'est qu'on arrive au terme de la défense sociale nouvelle. Marc Ancel, c'est la société qui est coupable. Le délinquant est une victime de la société, il faut agir non pas sur le délinquant mais sur la société, il faut la réformer. En gros, c'est le constat, ça ne marche pas. C'est le constat sur la partie police-justice, il y a aussi voilà. l'islam, l'immigration, etc. Oui, voilà. Même si on n'en parle pas aujourd'hui, il faut que vos lecteurs sachent que, c'est très proche. Notamment sur l'immigration, je cite la Cour des comptes, je cite l'Union européenne, je cite l'explosion des délinquants. J'ai lu votre livre, attendez maître, je l'ai lu, je vais même peut-être le relire. Tiens. Pas encore tous les gens qui nous regardent, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. C'est que je fais un petit point, parce qu'on va parler des solutions après, mais quand même j'insiste, sur l'immigration, je sors des chiffres qui m'ont moi-même sidéré, de la Cour des comptes, moins de 15% de reconduite effective pour les gens en situation irrégulière, l'explosion de la délinquance, notamment sexuelle, de la part d'étrangers en Europe de ces 5 dernières années. Tout ça, ce sont des grands tabous que j'aborde dans le livre. Les propositions que vous faites, alors j'ai lu vos propositions, alors moi en tant qu'ancien policier, où il y a des propositions qui me séduisent, mais il y a des choses qui me plaisent un peu moins. Alors les choses qui me plaisent moins, c'est réformer la police, voilà. Réformer la police, en fait je me demande pourquoi il faudrait réformer la police, parce que la faire s'adapter à l'évolution de la délinquance, ça a toujours été le cas, moi je suis pour l'adaptation de la police et de la gendarmerie. Lui redonner les moyens humains, les moyens matériels qu'elle n'a plus, parce que les policiers manquent d'effectifs, les moyens, les véhicules, les ordinateurs, les bâtiments de police sont dans des états vétustes, souvent délabrés. Redonnons un petit peu de lustre à notre police, un petit peu d'oxygène pour vivre. Maintenant, la réformer, je me demande si vraiment c'est l'urgence, parce que pour moi, ce qui ne marche pas, dans la chaîne sécuritaire, c'est pas la police et la gendarmerie qui ne marchent pas.
Pour moi, c'est la justice. Et si on doit réformer quelque chose, c'est plutôt la justice. Vous en avez parlé tout à l'heure. Si on doit réformer quelque chose, c'est plutôt la procédure pénale, avec le formalisme incantatoire qui prend tout le temps de la garde à vue, ou une bonne partie en tout cas, et puis qui laisse très peu de temps pour le fond de l'enquête. Donc si on doit réformer quelque chose, de mon point de vue d'ancien policier, c'est pas la police. Si on doit réformer quelque chose, c'est plutôt la justice. Non, mais il y a plusieurs choses. Qu'il faille un changement total, mais pas seulement une réforme, mais un aggiornamento total sur la justice, ça, j'en suis convaincu, et j'en suis pas le seul. La police, l'urgence, c'est pas la réforme, mais il y a quand même des choses à changer. Il y a une première chose qui est en train d'être changée, d'ailleurs, à mon avis pour le meilleur, sur un rapport extrêmement intéressant de l'association des anciens hauts fonctionnaires de la police nationale, c'est l'organisation. Pourquoi ? Aujourd'hui, la gendarmerie fonctionne infiniment mieux que la police. Bon, je suis pas certain que ce soit comparable. La gendarmerie a, et moi j'aime les deux maisons, je suis un garçon œcuménique, mais la gendarmerie, et c'est un constat qui est quand même beaucoup partagé, tire de son organisation une cohérence que la police n'a pas aujourd'hui. Mais ça, bon, alors on parle en fait de quelque chose qui est déjà en train de se faire, puisqu'il a été créé la semaine dernière un poste de directeur général de la police nationale adjoint, qui va avoir des fonctions opérationnelles et qui va avoir... L'idée est de recréer, pour faire très simple et pas perdre nos spectateurs avec des détails trop techniques, l'idée c'est de créer un triangle avec une tête dans la police, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de services, etc., que ce triangle n'existe pas, et qu'il y a des polices. Ça fonctionne. Alors l'organisation, on peut la modifier, on peut l'adapter. Maintenant, si c'est pour modifier la police parce qu'elle ne marche pas, là, je ne vous suis pas. Ah, mais c'est pas parce que... Non, mais attendez, on peut pas nier qu'il y a une crise. Attendez, vous avez en 2016 le DGPN qui a été hué, insulté par tout un tas de collègues après le drame de Grigny, où des policiers ont été brûlés dans leur voiture. Soit dit en passant, je suis l'avocat d'un de ces policiers. Le procès en appel est prévu dans un mois. Ça va encore être un moment difficile mais important. Donc vous avez ce mouvement des policiers en colère en 2016. Vous avez eu d'autres manifestations il n'y a pas très longtemps. Vous avez un nombre de collègues qui se suicident, ce qui est un problème complexe. Je ne dis pas que ce serait résolu je suis pas idiot. Mais on peut pas dire aujourd'hui que la police n'ait pas besoin qu'on réfléchisse à son organisation, à son fonctionnement. Je ne dis pas qu'il faut tout changer. Je suis pas dans une logique... Une réforme, c'est tout changer. Non, parce que je dis pas que il y a des réformes. Par exemple, moi, il y a une réforme, alors là, excusez-moi, mais à laquelle que je pense indiscutable, c'est qu'il faut qu'il y ait un tronc de formation commun. Aujourd'hui, vous allez voir les commissaires à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et que vous avez pour partie des gens qui ont tenté le concours de police parmi tout un tas d'autres et qui ont réussi celui-là, donc ils y vont, mais d'ailleurs en interne on les appelle les Sciences Po, entre guillemets, c'est pas péjoratif, Sciences Po c'est très bien, mais ils n'ont absolument pas une vocation de flic. Voilà. Et ils vont se retrouver, moi quand je vais faire là-bas ma conférence sur l'arme, j'en ai parfois qui me posent des questions, qui me regardent ça avec beaucoup de distance, parce que pour eux, l'arme ça les concerne pas. Mais parce qu'il n'y a pas d'esprit flic là-dedans. Encore une fois, c'est pas du tout le cas de la majorité. Mais vous avez aujourd'hui le premier point. Deuxième point, moi je suis désolé, mais moi j'ai été parachutiste dans l'infanterie de marine et j'ai beaucoup de mal avec le fait que à 27 ans et sans avoir été sur le terrain, on puisse commander 100 personnes dans un commissariat. Moi, ça c'est quelque chose on m'enlèvera jamais de l'idée que sans avoir eu l'expérience d'être commandé, de se retrouver à la tête d'un commissariat à 27 ans, ça pose un problème. Voilà. Tout ça, c'est des choses... On n'a plus beaucoup de temps, donc on va pas centrer le débat là-dessus. On le poursuivra autour d'une bière, mais je pense qu'il y a là quand même des choses à améliorer, pas à tout changer, mais à améliorer. Dans l'autre sens, c'est là où on diverge un petit peu tous les deux. C'est pour ça, pour clôturer, je voulais juste aborder le bout de la sécurité. Moi, par exemple, dans la loi de sécurité globale, tout le monde s'est polarisé sur l'article 24. C'est pas celui qui m'a le plus préoccupé, mais plutôt l'article 1 et l'article 2, qui allaient donner beaucoup plus de pouvoir aux polices municipales et aux sociétés de sécurité privée. Ça m'inquiétait. Par contre, je vous rejoins totalement sur l'organisation de la gendarmerie, des militaires. J'ai été l'un des rares commissaires de police, moi, à être placé sous l'autorité d'un colonel de gendarmerie. Vous savez qu'il y a eu à un moment donné des officiers de gendarmerie qui ont pris des offices à la police judiciaire. Et en l'occurrence, j'étais à l'office des vols d'objets d'art, placé sous l'autorité d'un colonel. Aux grandes dames de mes collègues commissaires qui trouvaient ça comme... Je reconnais que l'organisation pyramidale des gendarmes est un atout.
majeures qu'on n'a pas chez nous. Il suffit de prendre n'importe quelle affaire criminelle en province. Les gendarmes ont une capacité de mobilisation des brigades territoriales pour faire ne serait-ce que la conservation des lieux, des battues, etc., qui est impossible en police nationale. Vous ne pourrez pas demander, j'imagine très mal la police judiciaire, un SRPJ, demander le concours d'un commissariat de sécurité publique, il aurait bien du mal. Donc je vous rejoins un peu sur ce... Tu n'as pas les effectifs en police, alors que tu les as en gendarmerie. Je vous rejoins un peu là-dessus. Sincèrement, en tous les cas, on doit s'en inspirer. Le seul petit écueil, si vous me permettez, c'est que, à la différence des gendarmes qui ont un logement de fonction, les policiers n'en ont pas. Non mais, attendez, je pense qu'on ne va pas... Oui, tout à fait. Voilà. Mais sur l'organisation... Voilà, je pense que c'est pas une grande réforme avec un R, c'est pas une réforme avec un R majuscule, mais il y a quand même un certain nombre de choses, me semble-t-il, qui doivent pouvoir être améliorées dans l'intérêt des policiers eux-mêmes. Tout à fait. Bien, écoutez, maître, on vous remercie infiniment de nous avoir reçus dans votre cabinet. C'était tout à fait éclairant. On voit qu'on a énormément de points de convergence quant à l'analyse. Il y a quelques petites réserves sur la réforme, mais sachez que... Est-ce que vous m'autorisez un mot de conclusion? Bien sûr, bien sûr. On a, au-delà des questions techniques, tactiques, de procédures qu'on a abordées, et avec beaucoup de plaisir, puisque c'est la somme de toutes ces petites choses qui font les grands succès ou les grands échecs. Ce que je pense, c'est qu'à l'aube de la période qui est celle que nous allons aborder, les quelques mois, les courtes années qui viennent, cette déstructuration de notre pays fait que nous sommes véritablement à la croisée des chemins. Je vous l'ai dit, je pense que tout va se jouer, l'avenir de notre pays va se jouer autour des questions de sécurité, d'immigration, parce que c'est le sujet transversal, et de la façon dont notre pays va répondre aux formidables défis que lui pose l'islamisme. L'islamisme, c'est pas simplement le terrorisme. Le terrorisme, c'est un outil politique, c'est la violence au service du politique, dans le but de la conquête islamiste. Et la façon dont nous devons résoudre le défi islamiste non violent, c'est-à-dire toutes ces associations, tous les frères musulmans, les salafistes, qui sont en train de noyauter petit à petit le pays, c'est le véritable enjeu. Pour ça, il y a deux choses, et c'est la conclusion, c'est là-dessus que je voudrais finir. Le premier, c'est que il faut absolument restaurer de l'ordre dans ce pays. Pas de l'ordre abusif, mais simplement appliquer les lois de la République. Par exemple, vous avez une procédure administrative qui s'appelle l'expulsion en urgence absolue, qui est une procédure qui existe, qui répond à des critères, et cette procédure n'est pas assez appliquée aujourd'hui. Ça, c'est simplement de la volonté politique, premièrement. Mais pendant qu'on renforce significativement l'ordre, il faut reconquérir, parce que le problème, c'est que le délitement de notre pays, il est le fruit de ce que nous avons perdu, la transcendance, l'envie de participer à une aventure commune. Et pour ça, il faut être séduisant à nouveau, il faut plaire, c'est-à-dire qu'il faut que nous plaisions, il faut que les jeunes générations aient à nouveau envie de se lancer dans l'aventure de la France. Et pour ça, et je m'y essaye à la fin du livre, mais il faut assumer des valeurs, et c'est pas juste les valeurs comme une incantation abstraite, il faut expliquer à notre jeunesse que la France, qui est un pays millénaire, c'est un pays qui a des racines gréco-latines, qui a une tradition judéo-chrétienne, et que nous avons au moins 4 grandes valeurs qui méritent qu'on se batte à nouveau pour elles, qui sont l'égalité homme-femme, qui est pour moi un point absolument fondamental. C'est encore imparfait, mais quand on compare la place de la femme dans la République française et la place de la femme dans des systèmes communautaires concurrents, on a vite fait le choix. Qui sont également le droit d'aimer qui on veut, dès lors qu'on respecte le libre choix de chacun et la loi sur les âges. Donc chacun, on a le droit en France d'aimer qui on veut. C'est formidable. Là encore, je renvoie à ce qui se passe de l'autre côté. Et nous avons aussi le droit de croire, cette liberté de conscience, de croire ce qu'on veut, de changer de croyance, de croire à nouveau, de ne plus croire, alors que dans la doctrine islamiste, l'apostasie est punie de mort. Et enfin, nous sommes une démocratie, pour le meilleur et j'espère pas pour le pire, et une démocratie a le droit de se défendre, mais nous avons une démocratie qui est fondée
philosophiquement, sur un humanisme qui est de tradition chrétienne. Il faut avoir le courage de le rappeler. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie dans la gouvernance française qui est fondée sur un humaniste bienveillant. Et tout ça, il faut le dire, pourquoi? Parce que ce qui est en train de se déliter, c'est un terme que je déteste, et on va finir là-dessus, qui est le vivre ensemble. Il n'y a plus de vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble aujourd'hui? Le vivre ensemble, c'est devenu un mot complètement creux, et qui est incanté par des gens qui habitent dans le 6e arrondissement de Paris, et qui, à titre personnel, dans leur vie privée, pour leurs enfants notamment, se dépêchent de ne pas se l'appliquer. Donc, il est temps de renforcer, de reconquérir les cœurs et les âmes, comme pour paraphraser les Américains, et de recréer une envie de faire société commune autour de ces valeurs. Pour moi, ça passe par l'assimilation des gens qui viennent vivre ensemble. Ils sont les bienvenus à condition qu'ils acceptent nos lois et nos rites culturels, et de ce que nous nous réapproprions tous ensemble toutes ces valeurs pour repartir ensemble et réécrire une merveilleuse histoire de notre pays. Mais pour ça, pendant ce temps-là, il faut tenir, et on va avoir quelques années difficiles. Il faut faire les bons choix dans les mois qui viennent. Merci infiniment de nous avoir reçus. Merci à vous.